Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo d'avis, d'analyse et de théorie consacrée à Loki épisode 4. Et si les épisodes précédents étaient très agréables, on peut dire que ce quatrième épisode élève encore plus le niveau. Et donc n'hésitez pas à vous abonner à Disney+ pour en profiter et faites-le en passant par le lien que vous trouverez en description de la vidéo pour soutenir la chaîne au passage. Allez, c'est parti. Cet épisode 4 est donc mon préféré de la saison jusqu'à présent, et à chaque fois je m'attendais à ce que ça s'arrête sur un cliffhanger, mais ça allait encore un petit peu plus loin, jusqu'à cette scène post-crédit que je vous invite à découvrir si ce n'est pas encore fait, avant de poursuivre la vidéo. Un épisode réussi en termes de mystère, de révélation et d'ascenseur émotionnel. On pourrait éventuellement continuer à se plaindre un peu des combats, mais personnellement, rien qui m'a choqué plus que ça. Bah oui, puisque consacrer du temps, de l'énergie, de l'inventivité à un combat, ça a surtout du sens quand le combat en question fait vraiment avancer l'histoire, est important pour un ou plusieurs personnages. On peut donner l'exemple du combat de l'équipe de Tony contre Thanos dans Infinity War. On retrouve la jeune Sylvie alors qu'elle joue tranquillement à Asgard en mentionnant Dragon et Valkyrie et avec un Fenris, le loup géant, à côté d'un Drakkar. Rien de plus parlant que cette image des jouets anéantis comme métaphore d'une vie perdue pour souligner la cruauté impersonnelle et froide de la TVA. Dès cette introduction, l'épisode joue parfaitement du parallèle avec le premier de la série, dans lequel Loki suivait le même parcours. Notre ressenti est drastiquement différent ici, et le contraste très réussi, alors qu'une petite fille prend la place de celui qui venait alors d'attaquer New York. On peut remarquer au passage que c'est Cailey Fleming qui jouait Judith dans The Walking Dead qui interprète ici la jeune Sylvie. Et lorsqu'elle fait face au portique de détection d'androïdes, on peut se remémorer sous un angle nouveau l'idée selon laquelle certains seraient des robots sans le savoir. Et oui, voilà qui est particulièrement à propos avec la farce des gardiens du temps. Lorsque la jeune Sylvie échappe à Ravonna en lui piquant son timepad, un des thèmes récurrents de l'épisode, certains pensent voir de la compassion dans le regard de la chasseuse d'alors, mais j'y vois surtout une crainte pour sa carrière, un échec qui la hante encore bien des années plus tard. Il était clair depuis le premier épisode que la TVA cachait quelque chose de louche et les mensonges de Ravonna Renslayer au sujet de la chasseuse Sévin, qui aurait perdu l'esprit mais en fait qui a été supprimée a priori, ne font que confirmer nos suspicions que la juge est une forme de rouage entre celle ou celui qui mène vraiment la danse dans les coulisses de la TVA et les pauvres agents qui font ce qu'on leur dit. Un spectacle de fin du monde rarement été aussi beau, et quel autre paysage pour marquer une révélation au cœur de Loki qui n'avait jamais vraiment aimé que lui-même. Et au passage, si vous avez trouvé que cet épisode était particulièrement joli visuellement, sachez que la directrice de la photographie sur la série Loki rejoint Ryan Coogler pour la production qui va bientôt débuter sur Black Panther numéro 2, Wakanda Forever. Ce rapprochement émotionnel entre Sylvie et Loki, qui semble clairement de nature amoureuse, déclenche un événement Nexus à la progression si forte que c'en est du jamais vu pour ces agents qui en ont pourtant vu bien d'autres. Et bien sûr, on essaiera de réfléchir à la signification de tout ça dans la partie théorie à la fin de la vidéo. Pour l'instant, on peut déjà souligner que le comble du narcissisme, c'est bien sûr de tomber amoureux de son propre reflet, je suppose que vous connaissez le mythe, mais attention, Sylvie n'est justement ni une jumelle ni une clone de Loki, c'est bel et bien un personnage à part entière, différent, donc pourquoi pas. Il est certes amusant que la première personne dont ce Loki se préoccupe vraiment en dehors de lui-même soit une variation d'un autre univers, mais bon, c'est un début qui semble essentiel. Quoi qu'il en soit, Loki n'a pas tort quand il explique à Sylvie qu'ils perdent souvent, mais survivent toujours, presque. Oui, parce que bon, c'est pas forcément le point de vue du Loki qui a fini entre les mains de Thanos. C'est avec un immense plaisir qu'on retrouve Owen Wilson en Mobius qui se sent blessé par ce qu'il considère comme la trahison de celui qu'il commençait à considérer comme un ami. Le portail rouge envoie vers ce qui pourrait bien correspondre à la section cauchemar que Mobius teasait dans le premier épisode. Lady Sif est loin d'être la première personne à laquelle on penserait pour imaginer une boucle temporelle infernale, mais au final pour Loki ça fonctionne pas mal. Au sujet des cheveux coupés par Loki, de façon discrète, on peut le supposer, sachez que cette mauvaise blague renvoie directement à un passage de la mythologie nordique qui laissait éventuellement supposer une relation intime inavouable qui existerait entre Loki et Dame Sif, qui
qui était alors l'épouse de Thor. Eh oui. J'en profite également pour vous informer sur le fait que Jamie Alexander reviendra en Lady Sif dans de prochains films et séries, enfin on peut le supposer, en tout cas on la reverra quasiment à coup sûr dans Thor 4, Thor Love and Thunder. Alors bien sûr, ce n'est pas la première fois qu'une œuvre de fiction propose une boucle temporelle comme punition. Je vous propose notamment de voir ça dans Preacher, une série qui devrait vous plaire si vous aimez les bizarreries. Résultat, Loki est forcé de se mettre à nu au sens figuré, d'avouer qu'il est seul et ne cherche que de l'attention. Et apparemment, un Loki qui s'estime digne de ne plus être seul serait mauvais pour cette fameuse ligne de temps sacrée, voulue par celui ou celle, que sais-je, qui dirige véritablement la TVA. Dans le bureau de Ravonna Renslayer, on retrouve un cadrage qu'on avait déjà vu dans de précédents épisodes, mais plus appuyé encore, celui d'une main du gardien du temps qui est au centre du trio, comme posée sur l'épaule de la juge, voire même qu'elle saisirait presque dans la sienne. J'y reviendrai avec les théories. Alors j'ai cru comprendre que certains voyaient une forme de jalousie exprimée lors de la confrontation entre Mobius et Loki, comme si Mobius était secrètement amoureux de Loki et voyait en Sylvie une rivale. Alors rien n'est impossible bien sûr, mais personnellement j'y vois surtout une forme de déception quant aux espoirs mis par Mobius sur ce variant. Variant qui lui apprend qu'ils en sont tous au final, une idée qui fera son chemin avec l'aide indirecte des doutes partagés par B15 avec une jolie performance sous la pluie pour Wunmi Mosaku qui avait déjà exprimé notamment son talent dans Lovecraft Country. Entre-temps, Mobius mentionnera également les titans, les cris et même les vampires qui ont parfois été arrêtés par la TVA. Alors c'est un triple clin d'œil bien sympathique. Les titans, eh bien, on sait que c'est le peuple auquel Thanos appartient, donc on verra si on a vraiment un clin d'œil plus concret d'ici la fin de la saison. Les cris, vous voyez de qui il s'agit a priori. Et pour ce qui est des vampires, ça va évidemment venir commencer à mettre en place le film Blade qu'on attend pour on ne sait pas quelle année. Mais on attend ça avec une relative impatience, en tout cas moi c'est le cas. Et pourtant il y a une autre idée qui me traverse l'esprit quand j'entends ces noms d'espèces on va dire mentionnés, c'est comment les agents de la TVA peuvent-ils réussir à appréhender des combattants sans doute bien plus dangereux que Sylvie et Loki, alors même en supposant que la super force soit annulée au sein de la TVA, comme les autres pouvoirs, eh bien il reste certains cris, certains titans, certains vampires qui sont des combattants bien plus doués, bien plus entraînés, certains d'entre eux ont des milliers d'années pour le faire, que les chasseurs de la TVA. Et ce n'est pas des petits bâtons, même s'il y a une petite lumière au bout qui peut vous tailler, vous brouiller, comme ça a été traduit en français, qui suffirait à les arrêter. Revenons au double jeu de Ravonna qui ne fonctionne plus vraiment sur Mobius, mais attention, comme Loki nous a déjà prévenu, les mauvais ne sont que rarement totalement mauvais et on pourrait avoir encore quelques surprises au sujet de la juge et de ses véritables motivations. Quoi qu'il en soit, la scène de découverte de l'interrogatoire de C20 rappelle à nouveau Blade Runner et la façon de zoomer dans l'image sur un écran apparemment archaïque. Et lorsque Mobius vient retrouver son pote Loki dans cette boucle infernale, cette boucle temporelle, eh bien ça fait chaud au cœur et surtout grâce au talent de ces deux acteurs, Owen Wilson et Tom Hiddleston, qui ont si bien su nous vendre cette amitié naissante entre Mobius et Loki. C'est une des grandes réussites, entre autres, de cette série. Et l'enchaînement est d'autant plus brutal vers le face-à-face avec Ravonna, mais j'y reviendrai dans les théories et notamment sur le destin de Mobius qui se fait brouiller en parlant de jet ski. C'est beau. Malgré sa réponse dans l'ascenseur, Ravonna se souvient-elle de la raison pour laquelle Sylvie a été arrêtée? Je pense que oui, car l'évasion de la jeune fille reste, de toute évidence, un moment qui hante la juge. Peut-être s'agissait-il déjà d'un risque lié au devenir de la TVA. L'ambiance dans la salle des gardiens du temps est juste un poil trop théâtrale, ce qui est précisément l'effet recherché pour nous faire comprendre que c'est une mise en scène de mise en scène. Ces couleurs et cette lumière donnent plus d'éclat à ce combat somme toute moyen, mais les créateurs de Loki savent très bien que ce que nous voulons absolument, ce sont des réponses. Et comme j'avais pu l'évoquer dans de précédentes vidéos, on se retrouve dans une situation typique du magicien d'Oz. Et lorsque par surprise, soudainement, Loki va se faire brouiller par le derrière, eh bien on peut penser à la mort de l'agent Coulson, dont Loki était lui-même responsable, mais on peut aussi penser à une autre disparition tragique. Mais là, attention, puisque je vais venir spoiler des éléments de la série WandaVision,
Donc si vous voulez sauter ce spoiler, je vous indique le temps de la vidéo à rejoindre en bas de l'écran. C'est bon, vous êtes prêts? Alors visuellement, on retrouve carrément l'effet de la disparition de Vision face à Wanda, une scène émotionnellement très forte. La scène post-crédit nous offre un point de vue qui n'est pas sans rappeler celui de la défaite de Loki face aux Avengers réunis, mais ici c'est une équipe de variantes de Loki qui lui fait face. On a le Loki Vantard, Kid Loki, Ali Loki et Classic Loki. Et oui, je dis Ali Loki et pas Croco Loki car le scénariste de l'épisode confirme qu'il s'agit bien d'un alligator. Il faut savoir que Kid Loki, aussi bien que le Loki classique avec le fameux costume de bande dessinée de 1962 que vous pouvez apercevoir sur ce t-shirt, sont tous les deux issus des comics donc. Pour ce qui est de Ali Loki, le Loki alligator, puisqu'il y a un petit casque avec des cornes sur la tête de l'alligator, donc c'est un variant de Loki aussi, il peut éventuellement faire référence à l'anecdote racontée par Thor dans Thor Ragnarok, quand il dit que son frère s'était transformé en serpent et ainsi de suite. Là peut-être qu'il s'est transformé en alligator et qu'il est resté comme ça. Ou on peut aussi penser à une version de Thor cette fois, qui s'appelle Trog, Thor Frog, puisque c'est Thor Grenouille. Donc c'est peut-être un petit clin d'œil, et lui aussi, ce Thor Grenouille, on le voit dans les comics. Quoi qu'il en soit, je dois dire que personnellement, je trouve que cette petite touche de folie au sein du MCU, c'est particulièrement rafraîchissant. Concernant Loki le Vantard, c'est un sous-titre allemand, je crois, qui le désigne ainsi. Les couleurs de son équipement le désignent comme un Loki, même s'il porte un marteau et qu'on pourrait le confondre avec un Thor. Ce marteau, au passage, ne me semble pas être Mjolnir, même si je peux me tromper, plutôt une construction qui semble réunir une clé à molette et un morceau de rail, à moins que je ne sois en plein délire. Mais alors, après cet épisode 4, que demander de plus? Eh bien, je n'en sais rien, mais apparemment l'épisode 5 est aussi un des favoris de Tom Hiddleston sur cette saison en 6 épisodes, donc un conseil, accrochez-vous à vos slips. Et bien sûr, on se demande dans quel endroit Loki a bien pu arriver, ce qui est advenu de Mobius, ou encore qui contrôle véritablement la TVA, à quoi sert Miss Minutes, est-ce que quelque chose se cache derrière cette petite horloge? Et bien justement, c'est le temps de passer aux théories. Commençons par la fin avec cet étrange univers dans lequel se retrouve Loki après avoir été brouillé selon la traduction française, alors qu'en VO c'est to prune, qu'on peut traduire par tailler, un terme de jardinage plutôt, qui reprend cette idée selon laquelle eh bien, la ligne de temps sacrée serait un arbre à tailler et que certaines branches partiraient un peu trop loin dans la mauvaise direction et donc qu'il faudrait les couper, ce qui arriverait à ceux qui se prennent un coup de bâton là, par exemple. Mais donc voilà, où est-ce qu'est arrivé ce Loki brouillé? Eh bien je pense que Loki se retrouve là où sont envoyés tous les êtres et tous les objets brouillés par la TVA, ce qui doit faire un bon paquet de trucs. Autre possibilité, il pourrait s'agir d'un Lokiverse, un univers peuplé uniquement de variants Loki. C'est possible, mais dans la mesure où certaines images promotionnelles laissent entendre que Mobius pourrait retrouver Loki dans cet univers, enfin on peut le supposer, j'ai l'impression que ce serait plus l'endroit où tous ceux qui se sont fait brouiller se retrouvent, ce serait un peu plus simple. Il me semble fort probable que cet univers poubelle, puisque c'est le nom que j'ai décidé de lui donner, réunira des tas d'étrangetés venues de plein d'endroits différents. Et la difficulté, outre de survivre au chaos qui doit sans doute y régner, ce sera sans doute d'en sortir. Éventuellement, on pourrait imaginer qu'une des solutions serait d'utiliser une des pierres d'infinité du petit chariot de Casey qui a été taillé, qui a été brouillé par un coup de B15, un peu par erreur. C'était dans le premier épisode, je crois, mais je pense que ce serait maladroit d'encore une fois s'appuyer sur les pierres d'infinité pour sortir de cette situation, alors que justement, toute l'idée de la métaphore des pierres d'infinité presse-papier pour la TVA, c'était de montrer que maintenant on passait à un autre MacGuffin, que ce ne serait plus un élément important dans l'histoire pour la suite, ça a déjà été suffisamment utilisé. Ce qui me semble suffisamment clair, c'est que ce fameux univers poubelle, ce n'est pas un simple détail, et non, c'est une façon aussi de préparer les spectateurs au fait de voir réunis des variants du même personnage, ce qui pourrait bien sûr s'appliquer à d'autres héros Marvel, et on peut par exemple penser à Spider-Man pour le prochain, Spider-Man No Way Home, ou bien sûr à Doctor Strange numéro 2, In the Multiverse of Madness. Pour revenir à la coupure entre le début du plan de Mobius et Loki et leur confrontation avec Ravonna, on peut se demander si leur plan ne consistait pas justement à se faire avoir de cette façon, voire à se faire brouiller. Pour le moment, j'ai l'impression que cet enchaînement malheureux n'était pas du fait de la volonté de Loki et de Mobius, qui n'avaient pas prévu de se retrouver aussi rapidement face à Ravonna Renslayer,
Mais bon, il faut quand même garder en tête cette possibilité pour garder un œil critique sur la suite. Et pourquoi donc l'amour entre Loki et Sylvie pourrait-il détruire la ligne de temps sacrée voulue par la TVA? Et je vous avoue que j'ai bien du mal à imaginer la réponse précise à cette question. Pour tenter de s'en approcher un peu, on peut déjà revenir sur la définition, l'objectif de cette fameuse ligne de temps sacrée. À ce sujet, maintenant que nous avons vu Richard E. Grant dans le costume classique de Loki accueillir notre Loki, on va dire, avec les autres variants dans l'univers poubelle, je pense qu'on peut abandonner assez clairement l'idée selon laquelle ce serait un Loki, notamment lui, qui tirerait toutes les ficelles en secret, en cachette dans les coulisses de la TVA. Ce qui nous laisse bien sûr le suspect initial, à savoir Kang le Conquérant, ou encore un variant de Kang comme Immortus. La difficulté pour la série, ce sera bien sûr de justifier une telle révélation, alors qu'absolument rien pour le moment ne permet aux spectateurs ignorant les comics de penser à un tel personnage. Avec une association d'idées, on peut se dire peut-être qu'un amour qui se concrétise en empêche un autre, et que si Loki et Sylvie sont ensemble, eh bien Kang et Ravonna par exemple ne pourront jamais l'être. C'est une piste de réflexion comme une autre. Toutefois, il me semble que la motivation essentielle de Kang le Conquérant devrait rester le contrôle, le pouvoir. Alors est-ce qu'un enfant issu carrément de l'union entre Sylvie et Loki pourrait venir changer la donne, pourrait rencontrer un Kang plus jeune par exemple, et le modifier dans toutes ses versions? Alors ça me semble un peu tiré par les cheveux, cette histoire d'enfant providentiel qui viendrait de l'union de Sylvie et Loki, mais bon, encore une fois, une piste de réflexion. De manière un peu plus solide, il me semble, je crois qu'un des éléments essentiels qui nous manque pour avoir un aperçu plus global de l'image, pour mieux comprendre les mystères, les enjeux, c'est la vie que pouvait être celle de Ravonna Renslayer avant qu'elle ne rejoigne la TVA. Peut-être ce fameux stylo que Mobius a encore regardé dans l'épisode pour être lié à cette ancienne vie de Ravonna Renslayer. Peut-être qu'elle cherche à retrouver Kang le Conquérant d'une façon ou d'une autre, un amour perdu. Et j'espère qu'on en verra plus à ce sujet dans le 5e épisode. Quoi qu'il en soit, ce n'est bien sûr pas un hasard si cet épisode, le 4e, a coupé juste au moment où Sylvie demandait plus de réponses, des réponses à Ravonna Renslayer. Peut-être que vous ne le savez pas encore, mais je suis en live sur Twitch les lundis et les jeudis à 21h15, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre, on passe de bons moments, il y a une excellente ambiance sur le chat, on parle de plein de sujets de pop culture, on couvre pas mal l'actualité, et puis il y aura d'autres formes d'émissions, bien sûr, à l'avenir. Alors évidemment, si vous avez apprécié cette vidéo, mais que vous n'êtes pas abonné à la chaîne, que vous n'avez pas laissé un pouce en l'air, je serai obligé de sévir et de vous envoyer dans le monde poubelle du monde politique. Donc voilà, je vous laisse deviner le type de personnage que vous risquez d'y rencontrer. Rendez-vous bien sûr dès la semaine prochaine pour Loki épisode 5, et donc à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!